Aujourd'hui, nous allons commencer le module 4 sur la fonction quadratique. Alors, on va commencer par le sujet 1, évidemment. Le sujet 1, je n'ai pas mis de titre, mais dans le fond, c'est l'introduction sur la fonction quadratique. À tout moment, vous pouvez arrêter la capsule parce que parfois, il y a un peu d'écriture. Donc, arrêtez, prenez le temps d'écrire ce qui est écrit ou ce que je dis, puis ensuite, vous reprenez. Bon, alors, point numéro 1, c'est quoi une fonction quadratique? Alors, une fonction quadratique est une fonction polynomiale, ça veut dire un polynôme de second degré. Second degré, ça veut dire l'exposant le plus élevé, ça va être 2. Sa courbe est une parabole. On a déjà vu ce mot-là dans le module 1. Donc, sa courbe est une parabole possédant un sommet et un axe de symétrie. Sa forme générale est f de x égale ax au carré plus bx plus c. Donc, ça, c'est notre fameux trinôme qu'on a appris à factoriser dans le module précédent. Donc, sa forme générale est f de x égale ax au carré plus bx plus c, où le a doit être différent de 0, évidemment, parce que si le a vaut 0, bien, ce que ça va faire que a fois x au carré, donc 0 fois x au carré, bien, ça fait 0. Donc, tout ce terme disparaît et donc, il n'y a plus de second degré. Donc, il faut absolument que le a soit différent de 0. Pour illustrer ce qu'on vient d'écrire, je peux faire une petite esquisse dans le fond. Okay? C'est vraiment une esquisse à main levée. Donc, je fais un petit plan cartésien. Ma parabole, de quoi elle va avoir l'air? Bien, elle va avoir l'air d'un U, toujours, qui s'agrandit toujours de plus en plus. OK? Faites attention, ce n'est pas un U style un éprouvette, là. OK? C'est vraiment un U qui s'agrandit toujours de plus en plus. OK? Donc, pas un U genre c'est ça, pas un couloir, là, ou en tout cas, peu importe, là, mais c'est pas une éprouvette, c'est vraiment un U qui agrandit toujours de plus en plus. Son sommet, il va se situer au bout ici, sommet. Puis le sommet, dans le fond, c'est quoi? C'est le moment où la courbe change de trajectoire. Donc, ça, par exemple, ici, là, la courbe que j'ai dessinée, c'est décroissant. Puis, à un moment donné, il y a un changement et ça devient croissant. Okay? Donc, c'est le sommet, c'est le moment où l'objet qu'on lance, ou l'objet, par exemple, un poisson qui plonge dans l'eau, ben, c'est le moment où le poisson décide, tiens, je vais changer de trajectoire. Okay? Donc, ça, c'est le sommet. Puis, l'axe de symétrie, ben, c'est, ça aussi, on en a déjà parlé brièvement. Donc, c'est comme le miroir là, qui passe au milieu de la parabole. Puis, ce miroir-là, ce qui permet, c'est de voir la réflexion de l'autre côté du miroir. Puis, c'est identique de chaque côté. Là, mon dessin n'est pas extraordinaire, mais c'est supposé d'être identique de chaque côté. On en avait déjà parlé. Donc, l'axe de symétrie, c'est comme si c'est un miroir, puis tu vois la réflexion de l'autre côté, mais à l'envers, évidemment. Puis, c'est la même chose de chaque côté. Donc, ça ici, oubliez de l'écrire, axe de symétrie. Axe de symétrie. Bon, donc ça, c'est première page. Ensuite, c'est sûr que je veux te présenter la fonction polynomiale de second degré sous la forme générale, comme on a vu dans la page précédente, mais je vais commencer avec la fonction f de x qui est égale à x au carré, la fonction quadratique de base. Okay? Je vais commencer avec la fonction de base, un peu comme j'ai fait avec la fonction du second degré, parce que
je veux qu'on l'analyse. Puis elle est plus facile à analyser, la fonction de base. Donc, pour l'analyser, ça nous prend un dessin, un graphique. Avant de faire le graphique, on va se faire une petite table de valeurs. OK? On met des valeurs pour X et on va trouver combien ça fait pour f de X. Alors, si je mets moins 3 pour X, ben f de moins 3, ça va donner moins 3 exposant 2. Ben, moins 3 exposant 2, ça fait 9. Si je mets moins 2, ben, moins 2 exposant 2, ça fait 4. Si je mets moins 1 exposant 2, ça fait 1. Si je mets 0, 0 exposant 2, ça fait 0. Si je mets 1 exposant 2, ça fait 1. Si je mets 2 exposant 2, ça fait 4. Et si je mets 3 exposant 2, ça fait 9. C'est sûr que j'aurais pu continuer à faire une plus longue table de valeurs, mais je pense que c'est suffisant là, pour pouvoir faire le graphique. Alors, on va se faire un petit graphique. On va mettre 3, toi, tu as du papier quadrillé certainement, donc 3 petits carrés à gauche et à droite. Puis sur l'axe des Y, là, prends 10 petits carrés. On n'a pas besoin d'aller vers le bas, juste vers le haut, 10 petits carrés. Donc, 1, 2, 3 à droite, 1, 2, 3 à gauche. Puis sur l'axe des Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, c'est vraiment fait à main levée, mais c'est pas grave, là, vous allez, l'essentiel va être là. Donc, on place nos points. Moins 3, 9. Donc, je place mon point ici. Moins 3, 9. Moins 2, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ça. Moins 2, 4. Moins 1, 1. 0, 0. 1, 1. 2, 4. Et 3, 9. On voit très bien, là, quand j'ai placé mes points, qu'on le voit, le miroir. On voit que les points sont face à face. Okay? Et que mon miroir, il serait placé, c'est comme si mon axe de symétrie serait sur l'axe des Y. Ça serait mon axe de symétrie ici. Donc, à main levée, OK, pas avec une règle parce que je veux dessiner une courbe, je relie mes points. OK. Voilà. Bon, c'est pas très beau. Ah, surtout le point là, qui passe par le 0, 0, là, le sommet. Donc, on relie les points. Et c'est très important que ta courbe dépasse les derniers points qu'on a placés. C'est-à-dire ta courbe, elle dépasse le moins 3, 9. Elle dépasse le 3, 9. OK? Parce que ce n'est pas des points noirs, ça. Ce n'est pas des points qui terminent la courbe. Ce sont des points de repère qu'on a placés pour pouvoir dessiner la courbe. Donc, c'est important de dépasser ces points-là. OK? Donc, sur mon graphique, on voit que le sommet, c'est le point 0, 0. C'est le moment où la courbe change de direction. On pouvait le voir aussi dans la table de valeurs que c'est le moment où on change de direction. Pourquoi? Parce que je vois que les Y diminuent, puis tout d'un coup, oups, les Y augmentent. Donc, c'est ici, là, au point 0, 0, on va l'appeler sommet. On va mettre un S pour sommet. Donc, c'est au point 0, 0 qu'on change de direction. Okay. De plus, on voit que l'axe de symétrie, c'est sur l'axe des Y. Okay. Même qu'on peut écrire l'équation de l'axe de symétrie. Donc, l'équation de l'axe de symétrie est, et je prends la peine de l'écrire en rouge, c'est parce que c'est important. Donc, l'équation de l'axe de symétrie est, bien, c'est une droite qui est verticale, OK? Lorsqu'on avait, l'année passée, là, lorsque tu travaillais avec des droites horizontales,
des variations nulles, bien, la règle d'une variation nulle, c'est y égale un chiffre, OK, un nombre. Mais pour une droite verticale, c'est le contraire d'une droite qui est horizontale. Alors, une droite verticale, son équation, c'est x égale un nombre. Dans ce cas-ci, x égale, on passe par 0. Donc, x égale 0 dans ce cas-ci. Okay? Bon. Donc, on a bien fait notre graphique, on a analysé ce qu'il y avait à analyser, c'est-à-dire on a trouvé le sommet, on a même écrit l'équation de la droite de symétrie, oui, l'axe de symétrie, pardon. Donc là, on va faire l'analyse complète. Donc, le domaine, c'est les réels. Le codomaine va de 0 jusqu'à plus l'infini, donc de 0 à plus l'infini. Malheureusement, j'ai été obligée de monter mon graphique, mais toi, tu l'as dans ton cahier de notes, j'espère. Donc, domaine, codomaine, la valeur initiale, donc c'est 0. Les zéros, ça, les zéros, il y en a juste un, c'est 0. On peut continuer avec, tiens, on va faire le plus facile, maximum et minimum. Donc, maximum, il n'y en a pas, aucun. Minimum, c'est 0. Et je vais continuer avec la variation. Donc, croissant, ça va être croissant de 0 à plus l'infini. Décroissant, ça va être de moins l'infini à 0. Et il nous reste à faire des signes. Donc, f de x qui est plus grand ou égal à 0, ça veut dire positif. Alors, positif, ça va être les réels. Et f de x plus petit ou égal à 0, donc tout ce qui est sous l'axe des x, mais je peux toucher à l'axe des x. Alors, ça va être 0. Parfait. Donc là, on a terminé l'analyse de notre fonction de base, fonction second degré de base. On poursuit. Alors, je vais mettre mon écran pour pas qu'on voit trop de choses en même temps. Alors, mon troisième point, c'est le rôle des paramètres de la forme générale. En effet, la forme générale, j'ai dit tout à l'heure, c'est f de x qui est égal à ax au carré plus bx plus c. Je vais la surligner ici. Et ça, c'est ta forme générale. OK. Cette forme-là, elle a des paramètres. Il y a le paramètre A, le paramètre B, le paramètre C. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est quoi ces paramètres-là? Donc, en partant de la fonction de base, donc je t'ai présenté la fonction de base à la page précédente, mais si je pars avec la fonction de base f de x qui est égal à x au carré, c'est ça, f de x qui est égal à x au carré, bien, si je la compare avec la forme générale, je vois que dans ma fonction de base, le a vaut 1, OK, parce que il y a un x au carré, donc il y a un petit 1 fantôme devant. Le b, il n'y en a pas de b, il n'y a pas de terme en bx, donc le b vaut 0. Et c, il n'y en a pas de c, donc dans la forme de base, dans la fonction de base, il n'y en a pas de c, donc il vaut 0. OK? Donc, dans ma fonction de base, j'ai le paramètre a qui vaut 1, le b qui vaut 0, le c qui vaut 0. Mais qu'est-ce qui se passe si on change la valeur de ces paramètres-là? Okay? Donc, on peut changer les paramètres de la fonction et observer des changements au niveau du graphique de la fonction. Alors, pour t'aider à comprendre, okay, j'ai pris des dessins, des graphiques qui étaient à la page 140 de ton cahier sommet. Et c'est sûr que si tu as ton cahier, c'est beaucoup mieux pour voir, c'est plus clair que ce que moi j'ai dans sur le notebook. Mais c'est les mêmes dessins.
Fait qu'on peut changer les paramètres et on va voir des changements dans les graphiques. On va commencer avec le paramètre A. Le paramètre A, c'est un paramètre très important. C'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles ici. C'est très important. Le paramètre A change l'ouverture de la parabole. Okay? Comment il fait ça? Bien, là, j'ai choisi un dessin. Attendez, je vais descendre. Voilà. J'ai choisi le premier dessin de ton cahier, à la page, toujours à la page 140, mais c'est le dessin qui est en haut à gauche. Donc, le premier dessin, on voit que la fonction en rouge, la courbe qui est en rouge, c'est la courbe de la fonction de base, OK? Où le A vaut 1 pour la courbe en rouge. Qu'est-ce qui se passe pour la courbe en bleu? Bien, pour la courbe en bleu, le A a été changé pour un 2, OK? Puis, qu'est-ce qui se passe sur le graphique? Bien, on voit que la courbe, la parabole devient un peu plus étroite. Puis si on continue à changer le A, donc au lieu d'un 1, on met un 4, bien la parabole, cette fois-ci, c'est la courbe en vert, elle est encore plus étroite. Donc, plus le A augmente, je pourrais changer, je ne sais pas, moi, G de la troisième, G de X, ça pourrait être 15, X2. Okay? Bien, plus le A augmente, bien, plus la courbe va être, là, je ne veux pas défaire ce beau dessin-là, mais plus la courbe va être étroite. Et là, non, c'est pas beau ça. Mais en tout cas, vous imaginez, là, une courbe beaucoup plus étroite. C'est ça qu'on va écrire, OK? Si A plus grand que 1, OK? La parabole se rapproche de l'axe des Y. Okay? Donc, si le A est plus grand que 1, la parabole se rapproche de l'axe des Y, donc la courbe va être plus étroite. Ça va quand même être un U qui s'ouvre toujours de plus en plus. Okay? Ça ne devient jamais une éprouvette. Okay? Mais ça va être plus étroit. Okay? Bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si au lieu d'agrandir si le A diminue? Bien, ça va être le deuxième dessin, toujours à la page 140, le 2 à gauche. Le deuxième dessin juste en dessous. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe si le A diminue? Bien, encore une fois, on part avec la fonction de base en rouge. Donc, sur cette fonction de base-là, le A vaut 1. Maintenant, si je change le 1 pour une demi, OK, donc le A a diminué, bien, on voit que la courbe en bleu, qu'est-ce qui se passe? Bien, on s'éloigne de l'axe des Y. Et plus le A devient petit, donc là, la courbe en vert, le A vaut un quart, donc je pourrais avoir une troisième courbe où le A vaut, je ne sais pas, un dixième, x au carré. Mais plus le A est petit, plus la courbe va s'agrandir, ou si vous préférez, va s'éloigner de l'axe des Y. C'est ça qu'on va écrire. OK? Alors, on va écrire ça ici. Donc, si A se situe entre 0 et 1, donc une fraction, hein, c'est ça qui est petit, c'est une fraction, parce que je veux pas, quand je dis plus le A est petit, je ne parle pas des nombres négatifs, je parle d'une petite quantité, là, okay? C'est sans tenir compte du signe, dans le fond. Donc, si A est entre 0 et 1, la parabole s'éloigne de l'axe des Y. OK? Bon. Pour voir
qu'est-ce qui se passe lorsque le A est négatif? Ben, ce sont les deux graphiques à droite. Okay, on les voit ici. Donc, je les ai mis côte à côte. Alors, lorsque le A est négatif, qu'il soit négatif, mais d'une valeur plus grande que 1 sans tenir compte du signe, ou négatif, mais une valeur entre 0 et 1 sans tenir compte du signe, ben, ça fait la même chose. Ce que ça va faire, c'est que la parabole va être à l'envers. On dit que la parabole, elle subit une réflexion. Okay? Donc, si A est négatif, okay, la parabole subit une réflexion par rapport à l'axe des X. Okay? Donc, c'est ça. Habituellement, souvent je vais dire, ça va être un U triste. Okay? Pourquoi? Ben parce que quand on est négatif, on est triste. Fait que je vais dire, ben ta parabole est à l'envers, c'est un U triste. Puis, l'autre courbe, je vais dire, ben, le A est positif. Et quand on est positif, on est content, fait que c'est un U content. Okay? Donc, un U content ou un U triste. Okay? Donc, ça, c'est ce qui se passe quand le A est négatif. Bon. Fait que pour le A, c'est ça. En gros, pour le A, si le A est plus grand que 1, la parabole se rapproche de l'axe des Y, ça va devenir plus étroit. Si c'est entre 0 et 1, la parabole s'éloigne de l'axe des Y, donc ton U va devenir très, très, très large. Et si le A est négatif, ton U va être à l'envers, ça va être un U triste. Okay. Pour ce qui est du paramètre B, le paramètre B n'est pas vraiment important. C'est pour ça que j'ai mis seulement une étoile. Là. En fait, j'aurais pu pas mettre d'étoile du tout. Le paramètre B, lui, provoque une translation oblique de la parabole. Puis c'est tout ce qu'il y a à savoir. Je ne vais pas m'arrêter plus longtemps parce qu'il n'y aura jamais de questions sur le paramètre B. Par contre, ce qui est important, c'est le paramètre C. Alors, le paramètre C, lui, nous indique la valeur initiale de la fonction. C'est ça, c'est la valeur initiale. Pourquoi? Parce que quand je remplace f de 0, quand je remplace le x par 0, donc quand je trouve f de 0, ben, ça va toujours me donner c. Okay? Par exemple, si j'ai f de x qui est égal à 2x2 moins 4x moins 8, ben, je vois que le c, c'est moins 8. Donc, la valeur initiale devrait me donner moins 8. Si je veux la preuve, ben, f de 0, hein, parce que tu t'en souviens, dans le module 1, je t'avais dit, ben, si tu veux trouver la valeur initiale d'une fonction, tu remplaces le x par 0, tu vas trouver sa valeur initiale. Donc, f de 0, ça donne 2 fois 0 au carré, moins 4 fois 0, moins 8. Donc, ça donne effectivement moins 8. Donc, le C nous indique la valeur initiale de la parabole. Bon, alors, on a vu le rôle des paramètres, le A, le B, il ne fait pas grand-chose, puis le C, lui c'est la valeur initiale. C'est ce qu'il y avait à savoir pour la forme générale. Je continue parce que la fonction quadratique, elle peut aussi s'écrire sous une autre forme. Et c'est mon quatrième point. Donc, la fonction quadratique peut aussi s'écrire sous la forme canonique. Okay? On peut l'écrire sous sa forme canonique. Donc, c'est f de x qui est égal à a qui multiplie x moins h au carré plus k. Encore une fois, ici, le a doit être différent de 0.
Donc, ça ressemble un peu à la forme de la forme canonique de la fonction partie entière. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs, mais toutes les formes canoniques de toutes les fonctions que tu vas voir, cette année, c'est la dernière qu'on voit, mais l'an prochain, tu vas voir d'autres types de fonctions. Toutes les formes canoniques se ressemblent, où il y a un A, parfois il y a un B, pas toujours, et il y a un H et il y a un K. Donc, par rapport à cette forme-ci, premièrement, ce qui est important, c'est que comme dans la dans la fonction partie entière, il y a toujours un moins entre le x et le h, toujours, toujours. Okay? Ça fonctionne de la même façon. Les autres paramètres, le A, le H et le K, qu'est-ce qu'ils font? Okay? Le A fait exactement la même chose, je ne sais pas pourquoi c'est jaune. Le A fait exactement la même chose que dans la forme générale. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 3 petites étoiles. Le paramètre A, il joue le même rôle que dans la forme générale. Alors, inutile de réécrire. Là, si le A est plus grand que 1, la courbe devient plus étroite. S'il est entre 0 et 1, la parabole va s'agrandir. Puis si le A est négatif, ça va être un U triste. C'est exactement la même chose. Ce qui nous reste à découvrir, c'est le H et le K, qu'est-ce qu'ils font? Okay? Donc, encore une fois, je vais partir de la fonction de base, la fonction de base f de x qui est égale à x au carré. Okay? Mais cette fois-ci, au lieu de considérer que c'est une fonction sous la forme générale, je vais plutôt considérer que c'est une fonction sous sa forme canonique, sous la forme canonique. Donc, si je compare avec la forme canonique qui est ici, ma fonction de base, son A vaut 1 parce que à côté du x exposant 2, c'est comme s'il y avait le petit fantôme. Son H, le H, il n'y en a pas, donc il vaut 0. Et le K, il vaut aussi 0. Okay? Donc, le A vaut 1, le H vaut 0, le K vaut 0. Mais si je les change, qu'est-ce qui se passe? Bon, inutile de... Je ne sais pas pourquoi ça change de couleur, je suis vraiment... OK. Inutile de regarder encore pour le A, qu'est-ce qui se passe avec le A, c'est la même chose, on vient de le dire. Mais pour le H et pour le K, on peut les changer et observer des changements encore au niveau du graphique. Okay? Puis ça, je te retourne à la page 140 de ton cahier. Dans le bas de la page, on montre très bien qu'est-ce qui se passe si on change la valeur du H et du K. Alors, si tu as ton cahier, c'est encore mieux. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on voit dans ton cahier, on voit la courbe en rouge qui est ta fonction de base. OK? Et dans la fonction de base, on avait dit que, donc dans la fonction de base en rouge, on avait dit que le H valait 0 et que le K valait 0. OK? Donc, si on va à la position 0, 0, on se rend compte que sur ma courbe de ma fonction de base, la position 0, 0, c'est mon sommet. OK? C'est mon sommet. Si je regarde maintenant ma fonction, la deuxième fonction où il y a eu une transformation. Quelle transformation? Mon h qui valait 0 dans la fonction de base, maintenant mon h vaut 1 dans mon exemple. Vous voyez ici, là, le h vaut 1 et le k vaut moins 3. Okay? Fait que si je m'en vais à la position 1, moins 3, je me rends compte, donc 1, moins 3, je me rends compte que c'est mon sommet. OK? On peut donc en déduire que le couple HK est le sommet de la parabole.
Et ça, c'est super important. 3 petites étoiles. Et donc, HK est le sommet de la parabole. Bon, parfait. Alors, maintenant, on sait le A, qu'est-ce qu'il fait. Le A change l'ouverture de la parabole. Le B, dans la forme générale, ne fait pas grand-chose. Le C, c'est la valeur initiale. Puis, si on travaille avec la forme canonique, bien, on sait que le H, le K, c'est le sommet de la parabole. Okay? Fait qu'on a deux formes différentes. On a deux formes différentes. Ah, j'avais oublié un petit quelque chose ici. OK, je vais y revenir. Donc, on a deux formes différentes de la fonction quadratique. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir passer d'une forme à l'autre, parce que chaque forme, donc la forme générale ou la forme canonique, chaque forme a des avantages et des inconvénients. Avant de faire ça, je veux juste terminer ici. Ah, l'équation de l'axe de symétrie est toujours. Ah, ça, c'est super important aussi. Donc, mon axe de symétrie, où est-ce qu'elle serait? Bien, mon axe de symétrie, dans la fonction de base, on avait dit que c'était sur l'axe des Y. Puis on avait dit que son équation, c'était x égale 0. Si tu te souviens bien, c'est dans la deuxième page qu'on a vue tout à l'heure. Si je regarde ma fonction en vert, ma courbe qui est en vert, donc mon axe de symétrie, elle est où? Bien, elle passe ici, là, en plein milieu. Là. Elle passe où? Elle passe toujours sur le sommet. OK? Donc, on peut dire que l'équation de l'axe de symétrie est toujours x égale, ben là, mon sommet, la position de mon sommet, il est à la position 1 moins 3. Donc, le x vaut combien? Il vaut 1. Donc, la position, donc ici, mon axe de symétrie, c'est x égale 1. Mais si je veux généraliser, l'équation de l'axe de symétrie est toujours x égale le h. Donc, x égale h. Ça, c'est de façon générale. Mais sur le graphique qui est ici, on voit que c'est x qui est égal à 1. Bon, OK. Bien, il me reste un dernier point. Donc, comme je disais il y a quelques instants, j'aimerais pouvoir passer d'une forme à l'autre. OK? On va commencer avec forme canonique vers forme générale. Donc, j'aimerais passer de cette forme-ci vers la forme générale. Pour nous aider, j'ai fait un exemple ici. Okay? Alors, comment on va faire pour passer de la forme canonique vers la forme générale? Bien, on va développer. Donc, on développe. Exclamation. OK? Développer, ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait les opérations. Alors, on suit là la priorité des opérations. Ça veut dire on va s'occuper de l'exposant 2 en premier, on va faire la multiplication ensuite, et en dernier, on va additionner le 3. Donc, on va développer. Ça veut dire le 2 va multiplier x moins 1 qui multiplie x.1 plus 3 après. Donc, le 2 va multiplier, moi j'aime bien faire mon binôme au carré, donc mon 2 va multiplier x au carré moins 2x plus 1 et plus 3 ensuite. Ensuite, une fois que l'exposant 2, dans le fond, c'est ça que je viens de faire, l'exposant 2, bien là, je multiplie par 2, donc 2x2 moins 4x plus 2 plus 3 après. Et finalement, j'additionne les termes semblables, donc les deux termes ici à la fin. Donc 2x2 moins 4x, pardon, plus 5. OK? Donc f de x est égal à 2x2 moins 4x plus 5. Donc je suis passé de la forme canonique vers la forme générale. Dernier point, comment on fait? Donc là, j'avais de la forme canonique à la forme générale. Donc, dernier point, dernière image,
c'est comment on fait pour aller dans l'autre sens. OK? Donc, c'est-à-dire pour passer de la forme générale vers la forme canonique. Donc, le contraire de ce qu'on vient de faire. OK? Puis, pour voir ça, pour le faire, j'ai pris l'exemple qu'on vient de faire. Donc, ça, c'est ce qu'on a obtenu dans l'exemple précédent. Et puis, je veux retourner en arrière. Okay? Vous vous souvenez, dans l'exemple précédent, on a pris notre forme canonique, on l'a développée, puis on a obtenu cette réponse-ci. Là, je veux faire le contraire. Fait que le contraire de développer, c'est quoi? Ben, c'est de factoriser, mais pas n'importe comment. Donc, je ne vais pas factoriser par la méthode produit-somme, parce que la méthode produit-somme va me donner deux facteurs, hein, deux parenthèses qui se multiplient. Puis, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux, dans le fond, un coefficient, un binôme au carré, puis plus un chiffre après. Mais ce qu'on va faire, on va utiliser la complétion de carré. Donc, on va utiliser par la complétion de carré. C'est ça qu'on va faire, la complétion de carré. Okay? Mais on ne va pas la faire jusqu'au bout. Vous allez voir, parce que de toute façon, nous, ce qu'on veut, on ne veut pas deux parenthèses, deux facteurs qui se multiplient. On va arrêter comme avant de terminer la complétion de carré. Fait qu'on commence. Alors, la première étape, c'est de mettre en évidence 2. OK? Donc, si je mets en évidence 2, il va rester x au carré moins 2x plus 5 demi. Okay? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute notre b au carré sur 4. Donc, b au carré sur 4, ça va donner 4 sur 4. Donc, ça fait 1. Donc, je vais ajouter le 1, mais tout de suite après le deuxième terme. Donc, x au carré moins 2x plus 1 moins 1 plus 5 demi. C'est comme d'habitude. Les trois premiers termes, ça va être notre TCP. Donc, 2 qui multiplie x, on allait faire une petite erreur, donc x moins 1 au carré. Et les deux derniers termes, je les réduis. Donc, moins 1 plus 5 demi, ça fait plus 3 demi. Okay? J'ai presque terminé. Regardez, ça se ressemble, mais pas tout à fait. J'ai comme ces crochets-là, ou des fois, si vous préférez, si vous avez mis des grandes parenthèses, là, mais ces parenthèses-là, ils sont comme de trop. OK? Puis, j'ai mon 2 ici en avant. Qu'est-ce que ça veut dire que le 2 multiplie x moins 1 au carré plus 3 demi? Bien, le 2, là, il multiplie tout ce qui est à l'intérieur. Puis, à l'intérieur, c'est une somme. Donc, le 2 va multiplier mon premier terme et va aussi multiplier le deuxième terme. Donc, si je distribue le 2, bien, ça va me donner donc 2 qui multiplie x moins 1 au carré et le 2 qui multiplie 3 demi, bien, plus 3. Donc, f de x est égal à 2 qui multiplie x moins 1 au carré plus 3, exactement ce qu'on voulait obtenir juste là. Okay? Donc, le truc, c'est de commencer la complétion de carré, mais tout de suite après avoir trouvé le TCP, OK? Ben là, on distribue le coefficient qu'on avait mis en évidence au départ. Fait qu'on le distribue et on obtient exactement la forme canonique qu'on voulait obtenir. Voilà!